Nous sommes tous handicapés d'une certaine façon, hein, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'a jamais tout ce qu'on désire et donc un manque peut être traduit ou interprété comme étant un handicap. Mais il y a quand même des handicaps qui sont beaucoup plus physiques ou visuels, parfois parce que la personne qui porte le handicap n'arrive pas à se prendre en charge totalement sur le plan soit émotionnel, soit physique. Quand vous avez appris que cet enfant sera différent, en tant que parent, qu'est-ce que ça vous a fait? Je suis tombée dans le déni. J'ai refusé. J'ai refusé d'accepter. Quand il entre, il regarde l'enfant, c'est lui qui crie, qui commence à pleurer. C'est là où je prends maintenant, je vois la chose, conscience en fait, de ce qui se passe. Oui, de ce qui se passe. Il me dit là, l'enfant est brûlé au 3e degré. Donc, il y a une certaine heure que lui, il connaissait qu'il fallait aller récupérer les enfants. Ah, donc vous abandonnez les enfants là-bas et vous venez. Vous venez mais et vous êtes en train de pleurer. Parfois, c'est des membres de nos familles. C'est parfois nos enfants, nos époux, nos épouses, nos parents. Quand on vit avec une personne handicapée, comment ça se passe? Quand le handicap frappe la famille, c'est le thème du jour. Et si on en parlait? Bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre programme Et si on en parlait? C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, au rendez-vous, certainement beaucoup d'émotions parce que nous parlons d'un sujet un peu triste. Quand le handicap frappe dans la famille ou quand le handicap frappe la famille, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne la personne handicapée? Comment est-ce que ça se gère? Et si on en parlait, c'est tout de suite avec Cathy, Marceline et Virginie. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous recevons Marceline, Virginie et Cathy sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va tout doucement. Alors, on a Marceline, Ouais. on a Virginie et on a Cathy. Et on va commencer certainement par Marceline. Ce n'est pas toujours évident, hein, un handicap. C'est vrai que nous sommes tous d'une certaine façon des handicapés, mais on a quand même des personnes qui ont un handicap beaucoup plus parlant, beaucoup plus handicapant, si on peut se répéter comme ça. Vous nous parlez un peu de votre expérience à vous? Oui, c'est un plaisir de partager ça. Cette expérience, nous nous sommes déjà quand même habitués, mais je pense que le fait de partager, d'autres aussi peuvent être plus fortifiés, plus éclairés. Donc, je vis avec un de mes fils à la naissance qui a eu une infection néonatale. Donc, tout de suite, le bébé, on se disait ça va aller après tous les soins que les médecins ont eu à accorder. Au moment que l'enfant fait les premiers mots, donne les premiers mots, nous avons constaté qu'il ne faisait pas. C'est allé à 1 an, 2 ans, pas de parole. Du coup, là, on nous a fait croire qu'avec le temps, ça va aller, mais là, il faudrait aussi reconnaître que nous ne sommes pas vite allés vers des spécialistes. Donc, on avait toujours l'espoir qu'il y a certains enfants qui parlent tôt, d'autres qui parlent avec un petit retard. Retard, c'est ça. Dans les 3 ans, c'est là qu'on a vu, mais tiens, ça devient sérieux. Nous sommes allés consulter. C'est là qu'on nous a fait comprendre que l'infection néonatale qu'il avait eue a eu des conséquences dont notre enfant ne pourra pas parler comme les autres. Donc, il n'est pas muet, mais il a un retard dans le langage.
L'âge scolaire est arrivé. On n'avait pas trop de choix de le garder à la maison. Il fallait quand même qu'il aille dans une école. 3 ans par là, c'est ça? Non, 3 ans, 4 ans l'âge scolaire déjà pour aller en maternelle. On l'a mis. Bon, le petit, les papas, maman qu'il faisait, et puis quand il fallait même écrire le gribouillage que les amis font dans les salles de classe, ils ne s'en sortaient pas. L'année scolaire s'est achevée. Les enseignants nous ont dit non, il faudra qu'il reprenne parce qu'il a du retard par rapport aux enfants de son âge. Il a du retard. Donc, on va aller avec lui progressivement. Mais je dis toujours, si on avait pensé plus tôt, on l'aurait mis dans une école spécialisée. Parce que c'est plus tard qu'on vient nous faire comprendre qu'il y a des enfants qui souffrent de ça et qui vont dans des écoles spécialisées. Aujourd'hui, mon fils a 9 ans, mais il ne fait pas le CE1. Ça veut dire qu'il a un retard mental aussi? Il a un retard. Mental aussi? Un retard de langage aussi? Retard de langage, retard mental, c'est difficile oui, à gérer. À digérer, mais... Et comment est-ce que vous faites à la maison? Vous avez d'autres enfants qui, eux, sont, on va dire, normaux? Très. Oui. Maintenant, comment est-ce que vous gérez le quotidien avec ses frères et sœurs? Ça se passe comment? Il y a d'abord une chose que j'ai refusé de faire, c'est de le surprotéger. Exact. Non. C'est bien. Il fait les tâches comme tout le monde. Il mange tout le monde. Il n'a pas une différence. Il n'est pas pris à part. Je l'ai laissé avec ses frères, donc ils sont dans le même bain. La petite différence qu'il y a quand même, c'est qu'au moment de travailler avec lui, de faire les répétitions, je prends beaucoup plus de temps. Oui, c'est normal. Beaucoup plus de temps. Je le mets en confiance. S'il n'a pas pu faire, écrit normalement peut-être la voyelle A, je dis ça va aller, vas-y, vas-y. Pour finir, tu vas te rendre compte que ça va être peut-être pas trop ça, mais ça va ressembler à ça. D'accord. Donc, alors, du coup, moi, je voudrais déjà revenir à la genèse. Quand vous avez appris que cet enfant sera différent, en tant que parent, qu'est-ce que ça vous a fait? Je suis tombée dans le déni. J'ai refusé. J'ai refusé d'accepter qu'il sera différent. Et je pense que c'est ça qui a valu un peu que cette situation s'empire, entre guillemets. Parce que j'ai refusé d'accepter que mon enfant est différent. Je me disais toujours que ça va aller, c'est juste un petit blocage, mais ça va aller. Donc je refusais d'accepter qu'il ne sera pas comme les autres. Et monsieur, quelle a été sa réaction? Oh là-bas. Lui-même n'a pas accepté tout de suite. Il n'a pas accepté tout de suite. Et puis, je vais dire, lui, il a même été un peu plus fort que moi. Parce que c'est lui qui m'amène plus tard à accepter que notre enfant sera différent. Moi, je tombais beaucoup plus dans les croyances. Ah, la sorcellerie. Ah ouais, je me disais peut-être que mon enfant a été touché par... Mon enfant a été... Bon, ça a été un peu comme ça. À quel moment vous vous êtes résolu à accepter que c'est ça, en fait? À quel moment? Ça ne fait pas plus de 2 ans. Wow. Ça ne fait pas plus de 2 ans. Parce que j'ai une amie, sa fille, elle est en Italie, sa fille est autiste. Quand je l'ai vue s'investir, j'ai dit, mais pourquoi ne pas aussi copier et accepter la situation telle qu'elle et faire ce que je peux faire pour l'épanouissement de l'enfant. Donc, ça ne fait pas très longtemps et puis je vis avec ça comme ça maintenant. D'accord. Alors, on va revenir à vous. Comment ça s'est passé chez vous? Quelle a été votre expérience de handicap dans la famille? Mon expérience, c'est que un samedi, donc j'ai eu mon enfant normalement.
il était bien. À l'âge de 1 an et demi, je suis partie au marché pour faire le marché du mois. Et j'avais une ménagère, une maman que j'ai laissée avec les enfants. Bon, quand je rentre du marché avec monsieur, mon époux, nous sommes allés faire le marché du mois. Je trouve plutôt, parce qu'ils sont 3, ils sont vraiment comme les Daltons. Je trouve plutôt les 2 en route, pieds nus. Ils sont perdus. Je dis à mon époux, mais qu'est-ce que ces enfants font en route seuls? Je descends de la voiture, je leur demande, mais où est Pacho? Ils me disent, il s'est brûlé. Ah. Je dis, il s'est brûlé. Bon, comment? Je prends ça comme ça. Je me dis, si c'était grave, on allait m'appeler, mais j'avais laissé le téléphone à la maison. Donc, je descends avec les enfants. Quand j'arrive à la maison, je trouve plutôt la ménagère. Elle a pris le banc, elle s'est assise dehors. Et le bébé, parce qu'il avait 1 an et demi, est couché sur le canapé. Quand le bébé me voit, ce regard, je n'oublierai jamais ce regard. Ce jour, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il a soulevé les petites mains. Et là, j'ai eu, je ne sais pas comment je peux dire, c'était un choc. Et là, mon mari, parce qu'il fait la médecine, quand il arrive, je vois, parce que c'est lui qui est fort, mais là, je vois comment, quand il regarde l'enfant, c'est lui qui crie, qui commence à pleurer. C'est là où je prends maintenant, je vois la chose, conscience en fait, de ce qui se passe. Oui, de ce qui se passe. Il me dit là, l'enfant est brûlé au 3e degré. C'est comme ça. À quel niveau la brûlure c'était? Donc, qu'est-ce qui se passe? La ménagère a mis l'eau au feu pour laver l'enfant et elle a laissé la marmite au feu. Donc, ce qui fait que l'enfant, à peine, elle marchait avec sa grande sœur qui, à l'époque, elle avait 2 ans parce qu'ils sont comme les jumeaux. Et là, l'enfant a ouvert le four et il tapait, il ouvrait, tapait. C'est comme ça que la marmite est quittée et c'est tombé sur l'enfant. Sur sa face. Tout le corps. Donc, il s'est brûlé tout le corps. Il a juste eu un reflet, il a fermé les yeux. Et c'est comme ça que tout est quitté. Elle ne pouvait plus. Elle est partie dans la chambre, elle a pris le drap, elle a posé sur le canapé. Elle a demandé au bébé de se coucher. Et d'attendre? Elle attend, même crié pour dire aux voisins qu'il y a eu un cas. Non, elle m'attendait à l'hôpital. Rien. Donc, c'est comme ça que j'ai le courage, je porte l'enfant. Je crie, je panique, je suis sortie pieds nus. Le cabas que je portais, ça, le cabas, c'est comme ça qu'on part. Nous sommes partis, premier hôpital, ils ont dit qu'ils n'avaient rien à faire. Je préfère taire le nom. Deuxième, ils ont demandé une caution. Ce n'était pas. C'est comme ça que nous nous rendons à la garnison militaire parce que c'est un homme en tenue. Quand nous arrivons là-bas, ils ont pris le bébé, ils sont entrés. Moi, j'étais assise vraiment dehors. J'étais, comme dit, le ciel est tombé désespéré. Je pleurais, mais je priais. Mon Dieu, je priais. Je priais. Et c'est comme ça que les médecins sont venus. Ils ont commencé à s'occuper de l'enfant, s'occuper. Nous avons fait plus d'1 mois à l'hôpital. À l'hôpital, ils s'occupaient. Ce n'était pas facile, pas du tout facile, parce que vous avez un enfant qui est physique, qui est, quand il voit maman, et puis maintenant, d'un trait, vous voyez, il est là, il ne peut plus rien faire, il vous regarde seulement, et la douleur, comment il vit, la douleur, et vous-même, vous vivez ça, plus que l'enfant. Donc, ce n'était pas facile. Et là, j'avais vraiment besoin, plus maintenant, du soutien de la famille. Mais là, ce n'était pas facile parce qu'il fallait avoir un cœur pour venir me rendre visite à l'hôpital. C'est que je vivais avec l'enfant. C'est que je vivais. Donc, même mon travail, j'ai dû arrêter parce que je ne pouvais pas aller au travail. Et mon chef aussi a été vraiment clément parce que elle aussi, elle a vécu la même chose avec son fils. Elle m'a dit que son fils aussi s'était brûlé. Donc, elle comprend ce que je vis. Et donc, c'est comme ça des mois et des mois et des mois. Parce que quand l'enfant s'est brûlé, la tête, ça s'est collé avec le cou. Donc, il fallait maintenant encore décoller le cou. Donc, et
Et le pansement qu'on faisait chaque 2 jours, il fallait faire le pansement. Il a souffert. Oui, paix à son âme. Il est mort? Non, non, pas l'enfant, ma belle-sœur. Paix à son âme parce que ce n'était pas facile pour moi pour porter l'enfant, amener, faire des soins. Je ne pouvais pas. Donc c'est elle qui venait tous les matins porter avec les médecins, amener en salle de soins. Oui, en salle de soins. Donc ce n'était pas facile. J'ai passé vraiment des moments difficiles, même manger, je ne mangeais pas. On vient me donner à manger, je ne pouvais pas. Même me laver, je suis restée comme ça. Ça a dit la vie s'est arrêtée. Donc ce n'est pas facile dans la famille parce que lorsque vous avez un enfant comme ça, un enfant qui souffre, les autres sont abandonnés. Les autres sont abandonnés parce que là, tout maintenant, comment je peux dire ça? Toute l'attention. L'attention est sur l'enfant parce qu'il faut sauver cet enfant. Donc ce n'était pas facile pour nous, le papa et moi et la famille. Il n'y a qu'à voir la réaction de ses frères qui sont venus vous attendre en route, désespérés. Oui. Parce qu'ils sont venus là se disant à chaque fois, maman va-t-elle arriver, papa va arriver, à quel moment ils vont arriver? Oui. Ils étaient désespérés, ils étaient paniqués. Très paniqués. Et c'est pour ça qu'ils sont venus jusqu'en route, en fait, oui. vous attendre. Oui, trop paniqués. Même jusqu'à présent, lorsqu'ils passent, la cuisine même déjà c'est un danger. Oui. Donc ils sont même traumatisés. Ils sont traumatisés, même mon fils, il a déjà 6 ans. Il a 6 ans parce qu'il a même raté l'année qu'il devait aller à l'école parce que... Oui, il fallait qu'il se remette. Oui, qu'il se remette. Donc, c'est que je vis, je vis avec lui, c'est les bouffées de chaleur. C'est que nous vivons jusqu'à présent. Oui, parce que la peau ne pourra peut-être plus se reconstruire la comme peau, avant. Le médecin, parce que là, il fallait vraiment... C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Et là, nous avons eu la chance parce que le médecin, le pédiatre qui s'occupait, c'était un colonel qui sortait de l'étranger apprendre la pédiatrie en brûlure, dans des bébés et tout ça. Donc, c'est ça la grâce que nous avons eue. Exact. Et là, il nous a dit, s'il y a le paquet, nous allons mettre pour qu'il n'ait pas trop de cicatrices. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et ce qui fait que l'année scolaire, il a raté une année scolaire parce qu'il ne pouvait pas aller à l'école. Parce que ce n'est pas facile. Les blessures, il fallait que ça prenne du temps. Pour sécher oui, déjà, pour sécher, et puis commencer la cicatrisation. Exactement. Heureusement qu'il était jeune, donc tout n'était pas formé, enfin. Oui. Mais jusqu'à présent, ce que nous vivons, c'est que quand il fait chaud, il pleure. Donc, on est obligé d'enlever les habits. Toujours, il faut toujours qu'il soit dans l'eau. Donc, parfois, quand je rentre, je le trouve trempé. La nuit, maman, je veux me laver. Donc, obligé, il faut toujours le laver, toujours. Donc, ça veut dire qu'il doit être là où ses frères. Là où ses frères, oui, là où ses frères. Donc, peut-être climatiser sa chambre. Oui. Donc, c'est ce que nous vivons. Les parents, ce n'est pas facile. Être père, c'est être parent en général. C'est une grosse responsabilité. Moi, je me rappelle un jour, j'ai demandé à mon père, je voyais tellement beaucoup de sacrifices qu'il faisait pour nous, je voyais tout l'amour et je lui ai dit dans toute ma naïveté, papa, comment je peux faire pour te payer? Il m'a regardé, j'étais beaucoup plus jeune. Il m'a dit, tu veux me payer? Je dis oui, quand même, parce que je vois que tu fais beaucoup de choses pour nous. Il me dit, quand tu auras les enfants, considère que tu m'as payé. Et c'est la même chose avec ses enfants. Oui. Et ça, je n'ai jamais oublié ça. Et j'ai compris quand j'ai eu les enfants, j'ai compris ce que mon père voulait dire. C'est beaucoup de courage. Hein, merci. Vraiment. Et c'est la même chose avec cet enfant, même sa grande sœur. Ils sont plus attachés à moi ce matin. Quand je sortais, donc ils sont toujours attentionnés. Ils dessinent, ils font les petits dessins. C'est dans mon sac. Il m'a fait, jusqu'à il a écrit, il m'a dit, maman, je te donne 50. Mais quand je vois, il a écrit comme si c'était l'argent, il a dessiné l'argent sur un papier et c'était 5 avec 6 zéros, donc 5 millions. Il me dit, maman, prends, tu vas manger comme tu pars à l'école. Il s'appelle comment? Il s'appelle Ange Gabriel, mais son petit nom, c'est Pacho.
Alors, Pacho, on t'embrasse, on te fait beaucoup de coucous, beaucoup de câlins. C'est pas évident, mais c'est ta destinée. Hein. Il a fallu que tu passes par là. C'est peut-être très difficile, mais voilà, on n'a pas les mêmes parcours hein, dans la vie. Mais je sais que tu es un garçon très fort, tu es un garçon distingué et que tout va bien. Maman t'aime beaucoup, d'ailleurs, toi aussi tu l'aimes. Et puis tu lui as donné 5 millions ce matin, c'est très bien. Alors, on va revenir à vous hein, pour pas que Cathy perde le fil de ses idées ou alors perdre patience. Bonsoir Cathy. Bonsoir Sidonie. Alors vous avez également été frappée par le handicap dans la famille? Oui Sidonie, mon deuxième fils, Yannick. La naissance d'un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Bon, moi, j'ai accouché mon enfant, on a posé sur le ventre. Au moment où les médecins étaient en train de nettoyer comme les sages-femmes le font, l'enfant ne pleure pas. Je demande, c'était à la maternité quelque part, maternité d'Etoudi. Je demande à sa femme que mais mon bébé ne pleure pas. Il dit non, 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 il faut te reposer. Tu as fourni beaucoup d'efforts. Nous allons nous occuper de l'enfant. Mon bébé ne pleurait toujours pas. Tout simplement, on était seulement en train de me dire « Oh, vraiment, mes félicitations, vous avez eu un enfant de 3 kilos, 100 grammes, mais pourquoi mon bébé ne pleure pas ?» Au bout ils ont tiré avec les seringues, avec les trucs. L'enfant a lancé un cri, mais c'était pas ça. C'était pas un vrai cri comme les nouveaux, comme son oui. C'était pas ça. Bon. On a habillé l'enfant et tout. 3 jours plus tard, nous sommes rentrés. À 3 mois, quand Yannick a eu 3 mois, il pleurait, mais c'était pas... À chaque fois, comme son papa n'était pas toujours là par rapport à son métier, mais quand il venait, l'enfant, s'il ne pleure pas, normalement, je ne comprends pas. Il me dit comment, il dit que non. Comme tu es là aujourd'hui, observe aussi, peut-être c'est moi... Mais l'enfant ne pleure pas normalement. J'ai même appelé sa grand-mère, j'ai expliqué. Dit que non, il faut attendre, il y a des enfants. Il pleure, oui, il pleure pas. À 6 mois, Yannick, c'était pas toujours. Quand sa grand-mère arrive, elle décide donc qu'on doit aller à l'hôpital. Il fallait aller faire un tour à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. On a regardé et puis on dit, ah non, l'enfant a le frein à langue et tout. Son père a demandé comment ça. Je pensais que quand une femme accouche, on contrôle tout ça, comment. Selon eux, ils ont coupé. On a coupé le frein de langue. Toujours à la maternité où j'ai accouché, nous sommes rentrés. Quand nous rentrons à 6 mois, 7, 8, 9 mois, il y a des enfants, mes enfants même d'abord. 7 mois, l'enfant a une manière de gazouiller, même à partir de 4 à 5 mois, là, les enfants, chaque enfant a sa part, l'enfant peut dire blablabla. Lui, c'était pas ça. Il était, quand il faut même pleurer, malgré qu'on avait coupé le frein de langue, comme ils ont dit, l'enfant, tu avais l'impression que la langue pisait. Quand il pleurait, c'était pas, Yannick ne gazouillait pas, rien. Yannick est resté, donc, comme les enfants se comportaient, rien, pour ramper. Yannick n'a pas rampé. Parce que je suis même tombée enceinte. Quand Yannick a eu 1 an, je suis tombée enceinte, j'ai accouché d'un autre garçon. Yannick était là, il ne faisait rien, il ne disait rien. Il ne rampait pas, il marchait pas. Il ne rampait pas, il ne marchait pas. Il ne parlait pas. Quand tu veux même forcer, là, quand sa grand-mère a dit, ne serait-ce que par rien, rien, il ne disait pas. Bon, son père n'étant toujours pas là parce qu'il était, le boulot faisait en sorte que je tournais avec ça au quartier, les voisines. Il faut prendre la coquille d'escargot. Il commence à boire de l'eau à l'intérieur. C'est comme ça qu'une de mes cousines, je prenais, je cherche les coquilles d'escargots, ce qui est tout, j'achetais. Je vais aller peut-être à Etoudi chercher ce qui est bien, les mamans du village. L'enfant prenait de l'eau.
à l'intérieur. Mais ce n'était pas ça. Moi, ma grossesse aussi évoluait. J'ai accouché d'un autre garçon. Yannick était là, allait déjà 2 ans. Rien. Ma belle-mère, à l'époque, sa grand-mère décide qu'elle a vu un monsieur. Il ne marchait pas toujours à 2 ans? Non, 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 non. Yannick il ne parlait pas non plus? Il ne parlait pas, Sidonie. Yannick, nous sommes allés quelque part après Edea. Sa grand-mère, qu'elle s'est renseignée, il y a un monsieur là-bas qui faisait le, je sais pas, le dingo, comme c'était le bassa, il faisait le dingo, il fallait aller au fin fond d'Edea, j'ai juste oublié le nom de la bourse. Nous sommes allés là-bas parce qu'on parlait déjà, oh, l'enfant là, il n'est pas normal, c'est peut-être le serpent parce qu'il faisait des trucs. Et puis, il y avait des moments, sa tête gonflait, en fait. Il y avait des moments, la tête gonflait. Après, ça, il commence seulement à pleurer. Il y avait des jours qui pleuraient sans cesse. Mais si la tête enfle, c'est qu'il a un problème, c'est pas qu'il a un serpent. Nous sommes partis à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. Après le dingo, là? Avant même d'aller au dingo, nous sommes allés à l'hôpital. On a regardé que franchement, on ne sait pas. On nous a donné ce qu'on pouvait nous donner. Bon, nous sommes rentrés. À l'hôpital, on a dit qu'il n'y avait rien? On ne sait pas. Que franchement, on n'a rien vu en fait. De fait, on nous a dit qui va parler. Oui, mais la tête qui prenait de temps en temps du volume. C'est sûr qu'il a cogné, il est tombé. Voilà ce qu'on nous avait dit. C'est sûr qu'il était tombé. Et il n'était pas tombé parce que moi, je ne faisais rien. Je m'occupais juste de mes jetés. C'est vrai, j'étais encore jeune petite. J'accouchais, déjà ça c'était mon... Yannick était le 2e et celui qui suivait c'était le 3e. Je faisais rien, donc je ne sortais même pas. Je m'occupais, il n'est pas tombé. Yannick n'est pas tombé. Bon, quand sa grand-mère décide que nous allons donc voir, on arrive, on dit qu'il faut voir et tout. Non, nous arrivons d'Hérédé à un village là-bas. Le monsieur fait le feu, les gens vont danser, c'était chez les Bassa. Il dit, on va déposer les enfants en bordure de l'eau, les rivières, oui. La nuit? Oui. La nuit. Nous allons déposer les enfants en bordure de l'eau. On va voir si c'est l'enfant. Si c'est l'enfant, il va revenir. Si c'est le serpent, il va aller dans l'eau. Et quand vous êtes parents et que vous vivez tout ça, qu'est-ce que ça vous fait? Mon jeune âge, même d'abord que j'avais, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas parce que les visites, j'avais fait toutes mes visites. Les échographies, j'avais fait tout. On ne m'avait jamais dit qu'il y avait un problème. Et franchement, le papa de Yannick, lui, n'était constamment pas là. Donc, je vivais ça là seule. Avec une voisine... Franchement, de temps en temps, j'ai fait connaissance, donc je vivais, je ne comprenais pas. Pratiquement seul avec l'enfant. Oui, parce que quand le papa était là, quand il pouvait, il pouvait être là 48 heures, 72 heures, après il repart. Donc c'était plus avec ma belle-mère en fait. Elle était toujours là parce que, bon, elle savait que je ne connaissais pas en fait, mais... Et quand maintenant on a déposé, si on revient à cette histoire, on l'a déposé au bord, on a dansé le dingo. On a déposé les enfants. Yannick n'était pas le seul enfant. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants. D'accord. Oui, c'était comme un truc... Enfin, les enfants qui avaient à peu près les problèmes similaires. Oui. On a déposé des enfants, mais moi, j'ai demandé à la grand-mère de Yannick, mais en déposant, comment on dépose là? Nous sommes à minuit passé. Et si un truc pique l'enfant? Et si le serpent va mordre l'enfant? C'est ça, et puis on dit que c'est lui-même qui était serpent. Oui. Il dit non, rien ne peut arriver. Il faut qu'on doit savoir, Cathy, si Yannick est vraiment un enfant, ou c'est le serpent, il fallait à tout prix. Sidonie, on a mis ce soir-là 8 enfants. Hein. Sur les 8 enfants, il y a eu 5 enfants qui sont rentrés et 3 qui ont disparu comme ça. Mais c'est parce qu'il y avait certainement les vagues. Vous croyez que les enfants là étaient des serpents? Les enfants se sont noyés? Non. Il y avait, c'était
je vais même expliquer ça comment. Les cours d'eau, là, il n'y en a pas ça du côté du centre ici, mais à l'est, au village de ma maman, c'est comme l'eau, là où, comme on bloque. Là où les mamans, les petits ruisseaux, là où les mamans peuvent pêcher, en fait, on vous pose en bordure, l'eau passe comme ça de l'autre côté, et puis on pose des enfants. Bon, on a positionné les enfants et tout. Il y a eu 3 enfants, j'ai récupéré. Qui ont disparu? Je sais qu'il y avait 3 mamans qui pleuraient. Mais moi, je veux quand même comprendre. Quand on pose des enfants comme ça, là, au bord de l'eau, vous avez les yeux ouverts ou bien vous avez les yeux bandés? Ouverts, les yeux ouverts, bandés comment? Des yeux ouverts. Vous regardez les enfants sans les... On laisse. La rivière, le ruisseau n'est pas loin de la maison. Hein. C'est pas, je ne sais pas trop comment, c'est pas loin de la maison, pas tellement loin. Donc, il y a une certaine heure que lui, il connaissait qu'il fallait aller récupérer les enfants. Ah, donc vous abandonnez les enfants là-bas et vous venez? Vous venez et vous êtes en train de pleurer parce que là, de temps en temps, vous partez regarder. Vous voyez que l'histoire là est bizarre. Moi, je croyais que c'était devant vous, sous votre regard, que vous avez vu les enfants disparaître. Non. Mais si vous avez abandonné les enfants, peut-être un chien est même venu porter un, ou bien un animal, s'il vous plaît. Non. Hein? Je raconte mon histoire. C'est l'histoire de mon fils que je suis en train de vous raconter. Donc votre fils aurait pu disparaître. Je vous raconte pas, c'est l'histoire de mon fils et ma marraine, elle le sait. J'ai déposé mon enfant, je suis allée attendre, mais je pleurais. Malgré que j'avais son petit frère, mais je voulais savoir ce qui s'est passé. Bon, comme je faisais tellement confiance, parce que sa grand-mère, par son âme à l'époque, c'était une maman qui avait la tête sur les épaules et qui ne faisait pas n'importe quoi. Oui, quand je suis allée, quand je suis allée dans ce foyer, j'ai trouvé une maman. J'ai trouvé une maman. Je n'ai pas trouvé une belle-mère. Donc, tout ce qu'elle disait, bon, en fait, j'ai récupéré Yannick. Je suis rentrée. Et il était serpent ou pas? Enfant. Il était un enfant? Oui. Il s'est avéré que Yannick, avec seulement ses problèmes qui continuent, parce que même jusqu'à l'heure actuelle, ce sont les mêmes problèmes qu'il a. Pour aller à l'école, il a fallu négocier avec son papa qui disait que c'est l'argent dépensé. Maintenant, donc, ses collègues, un de ses collègues est arrivé et un de ses chefs, deux de ses chefs, il y avait le mari de ma marraine et puis il y avait aussi un autre de ses chefs qui a essayé que j'étais allée voir en fait. Parce que, bon, à l'époque, je ne côtoyais pas trop le mari de ma marraine, mais l'autre, je suis allée parler que vous voulez que votre enfant parte à l'école, mais le papa, il est opposé à cela? Parce qu'il trouvait que c'est un argent dépensé. Gaspillé. Gaspillé, c'était parce Yannick est parti, c'était... Yannick, je ne sais... N'arrivait pas à bien écrire et tout. N'écrit pas, n'arrivait, n'a rien fait. Jusqu'à présent, il ne sait pas écrire? Et tout. Yannick n'écrivait pas et tout. Il a quel âge aujourd'hui? Mais à l'époque, Yannick a 20 ans. 20 ans. Le 17 juillet, Yannick va avoir 21 ans. Yannick, quand Yannick a dit Tata pour la première fois, c'était comme une fête. Oui. Bon, avec du temps... Il a dit Tata à quel âge à peu près? Il a dit ça quand, bon, il était déjà pratiquement à 10 ans. Hein, et il ne faisait même pas son âge. Parce que Yannick de 10 ans et son petit frère, c'était vraiment le jour et la nuit. Il y a quelque temps, on a voulu qu'il doit faire ne serait-ce que la mécanique pour eux parce que ça, il a pris la moto. Là où il apprend, là, on est venu laisser une moto, Yannick a démarré la moto, il a fait l'accident. Mais il savait conduire avant? Non, il ne savait pas conduire. Mais il a pris la moto. Il a pris la moto pour... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je vais tirer les photos, en fait. Je vais vous montrer. Parce que quand j'explique comme ça, là, vous allez penser... Je vais tirer les photos dans mon téléphone. Je vais vous montrer les téléphones. Yannick ne vit pas avec moi. Yannick ne vit plus avec moi dû au divorce qui s'est passé entre son père et moi.
sa tante a pris Yannick. Yannick est suédois là. Parce qu'elle disait, ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur là à l'époque, bon, comme là elle avait une grande maison, elle n'a pas fait des enfants, elle m'a soulagée de 2 enfants. Yannick, Manuela, elle a 2 enfants là-bas. Elle a décidé que Yannick devait faire la mécanique parce qu'on s'est rendu compte, en fait, la partie que j'ai oublié de vous dire, c'est que Yannick, malgré qu'il ne parlait pas, et ces trucs, qu'est-ce qu'il faisait de ses doigts? Il était apte avec ses doigts. Yannick prenait des fils un jour, comme ça, je ne sais pas trop, je n'étais pas là, ce sont ses frères. Il a pris l'ampoule avec des fils de courant, des fils que son papa avait jetés. Il a connecté avec ses doigts et puis il allait connecter dans la prise. Ah là là. Oui. Ça a donné, en fait, bon, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Yannick était apte avec ses doigts. Il est même toujours apte avec ses doigts. C'est pour ça que sa tante a décidé qu'il devait faire la mécanique. Bon, lui, il ne connaissait pas, donc il voulait faire comme les jeunes garçons font là. Il prend la moto et puis, en voulant juste peut-être quittant de là, selon comme sa tante m'a expliqué, la voiture. Oui, mais on ne joue pas avec... C'est une arme, la moto. Enfin, un véhicule est une arme. La voiture a cogné Yannick. Donc, la tête de Yannick a commencé à gonfler encore. Et puis, on s'est rendu compte, sa tante dit qu'il a une fissure à l'intérieur, en fait, du crâne. Depuis qu'il est bébé. On s'est... Donc, c'est dernièrement donc, qu'on s'est rendu compte qu'en fait, Yannick avait eu une fissure au niveau du crâne, là, qui était seulement en train de... Et on va l'opérer. On va l'opérer d'ici le mois prochain. Il est là, il parle, je ne peux pas dire. Un jour, j'ai demandé à sa tante, est-ce qu'il fait même comme les petits garçons, qu'il a même les petites filles qui... Sa tante me dit, ah, moi je ne sais pas, Yannick, c'est Yannick. Donc il est là. On va dire bonsoir aussi à Yannick. Hein. Bonsoir à Yannick, il s'est remis quand même de l'accident, ça va? Oui, il attend juste l'opération. Il attend l'opération. Alors, je n'ai pas demandé le nom de notre... William, exactement. On va aussi dire bonsoir à William. Alors, moi, je voudrais savoir, en général, quand on est frappé par le handicap, ce n'est pas évident d'accepter. Ah ouais? C'est normal. Votre réaction a été certainement normale, même si ce n'est pas normal de le faire, mais votre réaction, je pense, est une réaction normale parce que nous tous, d'une certaine façon, on vit avec des personnes qui ont été frappées de handicap. Souvent, on cherche des solutions un peu partout. Même quand le médecin dit, voici en fait le diagnostic, mais à côté, le voisin nous dit, il raconte sa vie. Nous, on connaît, on a vu des cas comme ça et puis on les a traités. Est-ce que souvent, vous avez quand même essayé de trouver des solutions ailleurs? Quelles sont les solutions que vous avez cherchées autour de vous? Bon, étant une femme qui prie beaucoup, moi, je me suis réfugiée dans l'église. D'accord. Vous avez espéré que la prière délie la langue de l'enfant et lui rende tout son cerveau et tout ça. Bon, mais ça n'a pas porté ses fruits? Je ne peux pas dire que ça n'a pas porté parce que avant il ne parlait du tout. D'accord. Maintenant, il parle. C'est vrai que la parole n'est pas fluide, mais au moins, mais on peut... C'est audible. Oui, on peut se comprendre. C'est bon. Et aussi, je me suis mise à la recherche d'informations dans des livres, causer avec des amis et tout ça. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est que mon fils même est plein de vie. Très bien. Ah oui, il est plein de vie. Oui, mais parce que vous ne lui avez pas montré qu'il était différent et tout le reste. Si je ne vous dis pas qu'il a un problème comme celui-là, il est tout beau. Bon, ce que moi je regrette, comme je disais tantôt, c'est que je n'ai pas vite compris, accepté pour le mettre dans des écoles spécialisées. Mais je pense qu'avec l'éducation inclusive... Exactement, c'est ce que j'allais dire, qu'aujourd'hui, même
de moins en moins, on les met à part. Donc, mais les parents aussi sont souvent obstinés à envoyer uniquement les enfants à l'école conventionnelle. Est-ce que vous ne pensez pas que William peut trouver sa voie ailleurs? Ça veut dire qu'à travers un apprentissage manuel, par exemple, il peut se faire sa route. Ah oui? Pourquoi vous voulez forcément, souvent, nous les parents, on veut toujours forcer, il faut aller à l'école comme tout le reste, faire les mathématiques, l'anglais, l'histoire, le français. Hein? Ça c'est quelque chose, on va dire, comme vous avez dit, c'est quelque chose de naturel. Hein? Oui. On ne parvient pas, et je vais vous faire une révélation, ça fait à peine 3 jours, j'en ai discuté avec son papa, voilà. Et puis on a dit, bon, il faut l'orienter autrement. On va l'orienter autrement. C'est ça. Et puis il m'a donné le soin, la charge de trouver... Mais qu'est-ce qu'il aime faire? Vous avez quand même déjà dû remarquer, comme oh là là. Elle a remarqué. Ordinateur, jeux vidéo, tout ce qui concerne les ordis. Mais mettez-le peut-être dans la création, parce qu'il peut être un bon infographe, un graphiste. Vous savez ça? Ah ouais. Et les graphistes aujourd'hui, on le sait, les gars, ils donnent les mots de tête parce qu'on ne les trouve pas et vous ne pouvez même pas les payer. Le gars, c'est sur contrat. Vous faites un contrat sur un travail, vous pouvez peut-être l'orienter dans le graphisme, l'art graphique, avec l'ordinateur qu'il aime bien manipuler. Je pense que ça va aller. Merci. Là, il n'a pas besoin d'écrire, de parler, d'apprendre l'anglais, l'histoire, la géographie et tout ça. Ok, merci. Hein? Peut-être. Ok, merci déjà. Alors, on va appeler notre très cher psychologue, le docteur Ngono Pangras, qui est donc en régie. Elle nous écoute avec beaucoup d'attention. Avec elle, on va essayer d'apporter des pistes de solutions avec cette problématique d'aujourd'hui, de quand on vit avec un membre de notre famille, un ami, quelqu'un, en tout cas, qui est frappé par le handicap. Merci beaucoup, c'est avec beaucoup de plaisir et surtout d'espoir de pistes de solutions que nous recevons sur ce plateau, comme à l'accoutumée, notre très cher docteur Ngono Pangras. Bienvenue, docteur. Alors aujourd'hui, on parle quand même d'un sujet qui ne va pas forcément nous donner le sourire aux lèvres, parce que le handicap, personne n'aimerait le vivre, mais quand c'est déjà là, on essaye de trouver des solutions, comment vivre ou mieux vivre avec le handicap. Alors, vous avez suivi ces mamans qui sont confrontées toutes les trois au handicap de leur enfant. Je pense que c'est la chose la plus difficile pour un parent à gérer. Comment est-ce qu'elles peuvent justement aujourd'hui mieux gérer cette situation pour se sentir, elles, déjà bien dans leur peau? Parce que ça se voit très bien que notre très chère là a perdu le goût de la vie depuis un bon moment. C'est bien ça, non? Oui, oui. Parce qu'avec ça même, comme vous étiez en train de dire, parce qu'il y a d'autres personnes, quand elles voient que l'enfant, ça ne va pas toujours à l'hôpital, mais pour moi, l'hôpital, moi je dis c'est quelque chose de sûr. Bien sûr. Même si ça va lentement, mais sûrement. C'est ça. Il y a une dame qui m'a proposé de m'amener chez les marabouts. Toujours. Oui, que l'enfant s'est brûlé, c'est pas simple. Il faut ci, il faut ça. Il y a les poudres qu'on va mettre à l'enfant et tout. Mais là, j'ai été obligée d'être vraiment ferme avec elle. Vous avez très bien fait, parce que ces poudres-là, on ne sait pas, ça a des microbes, les bactéries, ça va aller infecter votre enfant et l'enfant va mourir. On va vous dire que non, c'est la sorcellerie. Oui, c'est pas vrai. Justement, parce que avec le cas que j'ai eu, d'abord les médecins, parce que la salle doit être vraiment propre. Les draps, ce sont les draps blancs qu'on change et on ne veut même pas trop de visites parce que de peur que l'enfant ne soit infecté. Exact. Non, le traditionnel soigne. Je suis obligée de répondre à mes coépouses là-bas derrière. Le traditionnel soigne. On ne dit pas non. Mais je pense quand même qu'un endroit stérile est beaucoup plus indiqué, surtout quand il s'agit des cas de brûlure, comme c'est le cas de notre sœur. Oui, docteur. Merci Sidonie. Le handicap, il est avec nous tous les jours et il peut arriver tous les jours. Encore que même étant la personne dite normale, on est toujours un peu handicapé parce qu'on a
soit une oreille qui n'entend pas normalement comme l'autre, soit un œil qui ne voit pas normalement ou un pied qui n'a pas la même grosseur que l'autre. Ainsi est fait notre corps d'abord. Et il faut accepter ainsi. À un moment aussi de la vie, le handicap peut arriver pour des femmes qui mettent au monde et qui peuvent prendre le poids, c'est aussi un handicap. Elles doivent s'accepter ainsi si ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez certaines qui ont des fistules obstétricales et à un moment, elles doivent s'accepter comme ça parce que c'est la vie. Alors, vous comprenez que le premier pas dans la vie avec le handicap, c'est l'acceptation d'abord. Accepter que c'est arrivé et que maintenant, mon enfant est comme ceci, je dois le prendre et l'admettre que pour le moment, c'est comme ça qu'il est. Et s'il est comme ça pour le moment, tout n'est pas quand même perdu, c'est un être humain. Ça veut dire qu'il a des compétences qui peuvent être strictement sociales et donc je vais capitaliser pour l'orienter dans les apprentissages afin qu'il soit adapté. Parce qu'à quoi sert l'école? L'école sert à deux choses, l'épanouissement personnel et l'intégration sociale. C'est ça, à quoi sert l'école. Donc, si l'enfant s'épanouit et qu'il s'intègre dans la vie sociale avec ce qu'il aura à apprendre, alors on a gagné quelque chose parce qu'il n'est pas... Deuxième chose, et ça c'est le gouvernement se bat aujourd'hui, même si c'est un des mots, c'est l'intégrer avec les autres. On appelle l'intégration scolaire, mais déjà avec les autres enfants. L'école inclusive oui, aujourd'hui. déjà avec les autres enfants à la maison, tels que les différents parents ont dit, il ne faut pas que l'enfant... sente la différence. Oui, il ne faut pas qu'il sente. Encore que c'est les adultes qui ont des problèmes de discrimination, vous allez bien observer que les frères jouent avec lui sans prêter attention à son handicap. C'est vrai. Et même s'il faut jouer à la balle, ils vont aller chercher... Ils ne se rendent même pas compte, oui, ils vont aller chercher la balle pour lui, ils vont venir lui donner, même s'il faut aller faire quoi, ils n'ont pas de problème. Vous allez l'observer aussi, notamment si vous partez au centre des handicapés et tout, vous allez voir comment les handicapés moteurs jouent avec des enfants dits normaux. Ils jouent pourtant à la balle, ils jouent à tout, et puis ce n'est pas un problème. Maintenant, il y a un problème dans nos familles qui quand même fragilise un partenaire, c'est que la résolution du handicap revient comme à la mère. C'est un gros problème. C'est vrai. Il faut que les deux parents s'impliquent dans la résolution du problème, dans la compréhension et dans l'entraide. On a l'impression que le père va en retrait. Et ça, c'est parce que le père, psychologiquement, est l'autorité. Hein? Et l'autorité n'échoue pas. Donc, dès lors qu'il y a l'échec dans la famille, l'autorité se retire et a peur de l'afficher et rejette donc tout entre les mains de la mère qui doit assumer l'échec. L'échec ne relève pas de l'autorité. La loi n'échoue pas. Mais on interpelle les pères parce qu'il faut que les pères s'impliquent dans l'accompagnement et dans la prise en charge pour que l'enfant se sente aimé. Il faut vraiment que l'enfant vivant avec le handicap se sente aimé. Une autre chose, c'est que Sidonie à entendre le premier cas, c'est quand même une méningite. Une méningite bactérienne, c'est sûr. Hein? Et quand on parle de méningite bactérienne, c'est que la mère peut avoir fait un ensemble d'examens. Mais il y a des précautions à prendre pendant que la mère est enceinte. C'est vrai. Et cette période, pendant que la mère est enceinte, est très délicate, même si nous blaguons. Parce qu'à un certain âge, il ne faut pas que la mère excède en vitamine A. Il ne faut pas que la mère excède en aliments que vous ne préparez pas complètement. Parce que la toxoplasmose, l'examen qu'on appelle toxoplasmose est d'une importance capitale. Mais aujourd'hui, quand on dit que les jeunes souffrent d'AVC, je ris toujours. Parce que lorsqu'on va à l'hôpital et qu'on investit sur le nombre de femmes qui font l'examen appelé toxoplasmose, sur 100 femmes enceintes, au moins 90 ne font pas. Ça, c'est un problème d'éducation parce qu'elles savent que, bon, on nous a dit qu'il faut faire le palu, on peut accoucher un mort-né. On nous a dit qu'il faut faire les hématologies parce qu'à la fin, je peux avoir l'éclampsie.
Mais la toxoplasmose, ça ne m'a rien dit, et donc pourquoi je dois obligatoirement la faire? Pourtant, je mange les œufs après qui ne sont pas si bien cuits. Je mange des brochettes au bord de la... Et je continue de jouer avec des animaux, mon chat et tout ça. Oui, je mange des brochettes au bord de la rue. Je mange des viandes à la brique. Je mange, vous appelez ça, les laits pasteurisés qu'on vend dans les supermarchés autres. Je mange tout ça avec un supplément aigu de vitamine A. Mais je m'attends à quoi? Dans tous les cas, aux environs, dès que je ne fais pas la toxoplasmose, à partir du 3e trimestre, mon fœtus, il n'est pas encore né. Il est prédisposé à un ensemble de maladies et la méningite n'est pas loin de ça. En dehors de la méningite, vous avez d'autres maladies et donc à la fois on arrive à l'AVC, on arrive à tellement de choses dont on ne peut pas totalement expliquer sur le plateau. Donc, il faut prendre des précautions pendant que la mère est quand même enceinte. Maintenant, les précautions aussi sur la relation de l'enfant à la mère pendant la grossesse. Nous, les psychologues, on dit bien que le développement commence avant la conception. Avant la conception, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vraiment mûri le projet de l'avoir? Et si vous avez mûri le projet de l'avoir, est-ce que vous avez mûri le projet de l'avoir en termes de sexe tel qu'il est? Tous ces éléments en termes d'affect vont jouer sur la construction de l'enfant et sur la construction même de son cerveau. Vous allez voir au niveau de la toxoplasmose, obligatoirement, on a un petit cerveau et donc on est prédisposé à toutes les choses. À la naissance, quand l'enfant va naître, vous avez des céphalées aiguës, le petit enfant va pleurer de manière aiguë. Vous avez la nuque raide, les parents n'observent pas beaucoup, ce n'est pas de leur faute, ils ne sont pas peut-être formés, oui, informés. Ce n'est pas de leur faute. Vous avez le regard fuyant qui n'est pas un regard parlant parce que l'enfant doit parler. Mais avant d'arriver là, je dis toujours aux parents en néonat, lorsque l'enfant vient de naître, il y a ce qu'on appelle les signes de vie. Quand vous observez votre nouveau-né, le nouveau-né c'est un monsieur qui a à peine 0,28 jours, donc on appelle néonat, c'est pour ça qu'on parle de néonat. 28 jours, vous l'observez, normalement vous n'avez pas besoin d'attendre un mois, Vous observez pendant une semaine, si l'ensemble des signes de vie n'est pas présent, il faut signaler pour que le neurologue fasse très tôt son travail, le neuropédiatre, qui fasse son travail et qu'il vous dise ce qu'il faut faire. Vous avez un enfant, par exemple, un nouveau-né qui ne rôte pas. C'est un problème. Bien sûr. C'est un problème, il faut signaler que ça ne va pas. Vous avez un nouveau-né qui n'éternue pas. C'est un problème, il faut signaler que ça ne va pas. Vous avez un nouveau-né, comme elle a bien dit, qui ne pleure pas. C'est un problème. Ça veut dire que toute la cage thoracique est bloquée. Et donc, encombrée. Oui, les poumons ne vont pas fonctionner normalement. Vous avez ces nouveaux-nés-là, ils ont tellement de choses, un nouveau-né qui n'éternue pas. Et il y a des problèmes. Il faut signaler que ça ne va pas. Parce que tous ces éléments vont participer au fonctionnement du rythme cardiaque et permettre à ce que l'enfant puisse dire, OK, la vitalité est acquise. Maintenant, au fur et à mesure que vous allez aller chez le pédiatre va tester l'alpaga, va tester... Les réflexes et tout. Oui, la main, il va tester l'appréhension, il va tester l'audition, il va tester tous ces éléments-là. Quand c'est testé très tôt, on comprend. Par exemple, le cas de la méningite, on teste la parole, on ne teste pas la parole à 1 an. On teste la parole à partir de la première semaine de naissance. C'est vrai. Le premier niveau de la parole, justement, c'est ce que vous appelez les pleurs. Il faut que l'enfant, là, il pleure. Nous, en maternité, on demande, laissez-le pleurer. Il faut qu'il pleure et qu'on se rende compte qu'il fonctionne normalement. Après les pleurs, l'enfant va quand même crier. Après cela, l'enfant va quand même gazouiller. L'enfant va faire des coliques. Le parent essaie de suivre tout ça avant d'arriver au premier mot A. Lorsque l'enfant pleure à un certain âge, 3 mois, 4 mois, il pleure normalement avec la compréhension du langage interne via la vie intra-utérine. Donc, il y a un langage qui se parlait et l'enfant avait intégré ça, donc il va pleurer avec les A. Et son petit frère, son grand frère qui est là, qui a à peine 2 ans, va vous dire qu'il est en train de dire ceci. En fait, parce qu'ils comprennent le langage
ensemble. Mais très tôt, si vous observez et vous vous rendez compte qu'il y a ce dysfonctionnement, il faut consulter, il faut aller chez le pédiatre. Vous pouvez observer très tôt ces enfants qui ont ces éléments-là, méningite et le cas de Cathy. Vous allez observer les muscles de reproduction qui ne vivent pas. Vous allez observer qu'ils n'entrent pas en érection du tout. Vous allez l'observer. Normalement, le nouveau-né entre en érection puisqu'il est en érection depuis la vie intra-utérine, 7 mois de la vie intra-utérine jusqu'à... Mais vous allez observer chez eux qu'ils n'entrent pas en érection et donc signaler au neuropédiatre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc je m'inquiète un peu. N'allez pas comme il y a un parent qui était venu voir mon directeur pour dire « Mon enfant, si il n'a que 3 mois, il entre en érection et ça, c'est la possession. » Non, c'est plutôt bien. Si l'enfant ne le fait pas, l'enfant garçon, il y a un problème. Donc, vous avez ces éléments de signes qui doivent accompagner très tôt les parents pour minimiser le handicap parce que dans les différents cas, on peut minimiser le handicap même si on ne sort pas totalement de là. Handicap. Maintenant, pour le handicap survenu, c'est-à-dire que les cas brûlés, on a toujours des enfants et puis ça peut arriver. Quand ça arrive, on essaie de faire une rééducation avec l'enfant qu'on considère et on le considère comme tel enfant. Et vraiment, je dis merci à ce parent-là qui s'est rendu à l'hôpital, a fait confiance à l'hôpital parce que quand ils sont jeunes, il vaut mieux vous rendre à l'hôpital. J'ai eu un enfant à la maison qui a fait ils appellent ça le jeu de Jupiter. Donc, il est resté jouer, puis il s'est fendu le bouton du coude. On a dit de masser. Normalement, c'est interdit de masser lorsque l'enfant n'a pas encore atteint 8 ans. Il faut l'amener à l'hôpital, on va ouvrir. Il n'y a rien à faire, on va ouvrir. On va ouvrir, on va replacer le bouton. Là, il est très important, mais très dangereux si vous partez seulement au massage. On va replacer, on va faire la rééducation et le corps va recréer les cellules pour fixer. Mais si vous partez seulement chez les guérisseurs et les marabouts, ça ne va pas totalement donner. Et on peut créer un gros handicap. À l'avenir. Oui, à l'avenir qui va faire que vraiment ça sera irréversible. Irréversible. Donc, tous ces éléments vont aider. C'est arrivé, donc, on vit avec, on fait avec et on l'accompagne selon les compétences qu'il a. C'est vrai que, docteur, nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais je ne vais pas quand même manquer de le dire. Il y a des parents, il y a des couples qui se sont séparés du fait de la naissance d'un enfant handicapé. On a vu des femmes qui sont restées seules avec des enfants handicapés parce que monsieur estime que lui, il ne peut pas faire ce genre d'enfant. Un enfant différent. Donc, vraiment, beaucoup de courage à toutes les personnes qui vivent le handicap. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous sommes tous des handicapés d'une certaine manière. Et on vit avec des personnes qui ont des handicaps beaucoup plus visibles et plus évidents. Mais ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui ont cherché ou qui ont mérité ou qui sont des bébés serpents, je ne sais pas trop quoi. Hein, Cathy? N'allez pas mettre les enfants au bord de l'eau. Mais Sidonie, il faut le cas de Cathy sur les rituels africains. Lorsqu'un parent est dans les rituels, il peut croire à ça. Parce que dans les rituels africains, ça existe ce qu'ils appellent bébé serpent. Le parent peut aller incanter un ensemble de bébés et donc ceux vers qui partent faire cette incantation, la démonopathie existe en psychologie, vers qui partent faire cette incantation, mettre un esprit en vous, mais un esprit qui naîtra avec la forme humaine et qui va vous créer ce qu'il pourra vous créer. Et donc, à un moment, le grand sorcier, comme il les appelle souvent, du village ou de la culture, sait bien que celui-ci-là n'est pas un homme normal. Donc, je vais l'amener à côté d'une rivière, je vais le déposer et il va partir. Des cultures existent. Moi, j'ai travaillé longtemps à Kribi où on doit amener les enfants pour des rituels en mer. Mais là, ils ne partent pas calés. On les met en mer à partir du 9e jour, les bébés. Le dieu de la mer, le Djengu, va les initialiser, ainsi de suite, notamment en termes de Mami Wate et autres. C'est des réalités de nos cultures. Mais après, on va les ramener. Et aucun parent ne pleure, par exemple, dans la zone de l'océan parce qu'on a amené
son enfant. Ah, donc ce sont ces bébés qu'on donne aux mamans qui cherchent désespérément les enfants? En fait, on met un esprit en vous, mais qui n'est pas obligatoirement un esprit humain. La démonopathie existe. On met un esprit, un démon en vous qui peut être le serpent. Ouais, ça peut arriver comme ça. Et on vous dit que votre enfant est serpent. Donc ça, c'est des réalités de la culture africaine. Et donc les parents qui peuvent croire cela. Parce que si un parent ne croit pas, il faut savoir que ça n'aura pas de portée. Hein. Vous avez suivi un parent qui a dit, moi, je me suis confié à mon Dieu et puis j'ai vu que là-bas, ça va aller. Mais un autre parent va vous dire, il faut aller dans la culture. Encore qu'une épouse dans une belle famille, la belle famille peut avoir le dessus et lui dire, l'enfant, s'il ne vient pas de notre famille. Et comme il ne vient pas de notre famille, il faut qu'on aille regarder là-bas. Et quand tu vas refuser, on va dire que ça vient de chez vous. Et donc, tout cela, le parent qui accompagne le handicap porte ça en charge. C'est quand même une charge énorme. C'est très difficile. Oui, de savoir cela. Donc, merci. Merci beaucoup, docteur. Merci à nos très chères mamans qui sont venues témoigner ici aujourd'hui. Et merci aux médecins qui prennent vraiment la charge de restaurer, on va dire, nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et autres. Et chapeau aussi à ceux qui font la culture, mais davantage, on peut peut-être prolonger dans les recherches pour que les résultats beaucoup plus explicatifs soient possibles, parce que c'est aussi une question de je ne comprends pas, on te dit non, ferme juste les yeux, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup pour tout. Merci vraiment de nous faire confiance. Merci d'être venu sur ce plateau vous confier. Et on vous souhaite beaucoup de courage. On sait que ça va aller de toutes les façons. On a déjà trouvé un métier à William. Merci. On va donc se dire à très prochainement, très chers téléspectateurs. Et on est désolé pour un mot, une phrase qu'on a pu sortir ici sur ce plateau, qui a pu heurter la sensibilité de qui que ce soit. Ce n'était pas notre projet. On s'en excuse. On se dit donc à très prochainement pour une autre édition de notre programme. Et si on en parlait? D'ici à ce qu'on se retrouve, on prie le bon Dieu de bénir, mais alors très abondamment notre très cher et beau pays, le Cameroun. Au revoir et à très vite. Merci.